Je m'appelle Caroline Butler, et j'ai 36 ans. Samedi dernier, lors de la fête du 9e anniversaire de ma fille, ma mère a fourré un cadeau dans les mains de Hazel et a lâché « Ouvre-le, mon enfant. Il est temps que tu apprennes la vérité. Tu n'appartiens pas à cette famille. Tu n'en as jamais fait partie. » Hazel a lu la première ligne de la requête du tribunal, et elle s'est mise à trembler. Elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux, et a chuchoté « Maman, elle essaie de m'emmener. » Ma mère s'est penchée avec un sourire froid, juste devant 20 invités, et a sifflé « Arrête d'être si dramatique. Le sang appelle le sang. Tu es juste emprunté. Je reprends ce qui aurait dû être à moi il y a des années. » La pièce s'est figée. Mon mari a immédiatement fait sortir Hazel. Ma mère s'est tournée vers moi, et m'a chuchoté d'un air suffisant, tu rends ça dramatique, comme toujours. Elle pensait avoir enfin gagné en public. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de se détruire elle-même, devant les caméras et face à des témoins. 3 heures plus tard, cette même pièce a vu son sourire disparaître pour toujours, lorsque la vérité a refait son apparition. Bon retour dans les épisodes de Revenge. C'est la chaîne des mères à qui l'on a dit de se taire, jusqu'à ce qu'elles arrêtent enfin de le faire. Si une histoire comme celle-ci vient jusqu'à vous ce soir, vous n'êtes pas seul. Laissez un commentaire si vous vous battriez contre n'importe qui pour votre enfant, et abonnez-vous pour connaître toute l'histoire. Avant de vous dire ce qu'il y avait dans cette boîte, vous devez savoir comment une femme, comme ma mère, passe 7 ans à préparer le jour où elle laisse finalement tomber son masque. Je suis la 2e fille Ulysse. Ma sœur Juliette avait 3 ans de plus que moi. Nous avons grandi à Greenwich, dans une maison avec un blason bleu marine et ivoire au-dessus de la porte d'entrée. La fondation de la famille Ulysse. L'héritage silencieux de mon arrière-grand-père, destiné à quiconque portait le bon nom de famille. Mon père, Gérald, ne parlait jamais beaucoup. Ma mère, Patricia, ne s'arrêtait jamais. Dès l'instant où j'ai su lire, on m'a dit ce que j'étais, la fille raisonnable, celle qui arrondirait les angles, celle qui s'assurerait que l'atmosphère de la pièce reste agréable. Juliette était la fille brillante, la rebelle, celle qui épouserait le mauvais genre d'homme, et nous ferait honte de manière magnifique. C'était le scénario familial. On nous a donné à chacune un rôle à la naissance. Le mien était celui de gardienne de la paix. Je l'ai joué pendant 30 ans. Je l'ai joué le soir où Juliette a ramené Connor Reed à la maison pour la première fois, et que ma mère a dit « Reed ?» Ça sonne comme un brin d'herbe. On n'épouse pas de l'herbe, Juliette. Juliette a ri. Connor a ri. Moi, j'ai débarrassé la table. Je l'ai joué le jour où Connor est mort dans un accident de voiture, en novembre 2018. Hazel avait 1 an et demi. Ma mère a envoyé des fleurs, avec une carte qui disait « La tragédie est le prix des choix inhabituels ». Elle pensait que c'était de la sagesse. Je l'ai joué le jour où Juliette est morte, en mai 2019. Un anévrisme à 35 ans. Sans aucun signe avant-coureur. Hazel avait 2 ans. Elle ne comprenait pas. Elle n'arrêtait pas de demander quand sa mère allait revenir. J'aurais dû arrêter de jouer mon rôle à ce moment-là. Je ne l'ai pas fait. J'ai ramené Hazel chez moi, ce mois-là. J'ai déposé une demande de tutelle d'urgence dans la semaine. Ma mère m'a dit calmement, avec douceur, que Hazel serait peut-être mieux à Greenwich, avec ses vrais grands-parents, dans la maison familiale. Elle a prononcé le mot vrai de la même manière que d'autres disent enregistré. Elle ne voulait pas faire preuve de cruauté. Elle faisait un inventaire. J'ai dit non. C'était la première fois de ma vie que je lui disais non, sans y joindre d'excuses. Daniel et moi étions fiancés depuis 3 mois quand Juliette est morte. Nous étions ensemble depuis 3 ans. Il était journaliste d'investigation au Connecticut Mirror. Calme, posé, le genre d'homme qui prenait des notes quand d'autres prenaient la mouche. Nous nous sommes mariés en octobre de cette année-là. Une petite cérémonie, sans le blason de Greenwich, sans le conseil de la fondation. À ce moment-là, j'élevais déjà une enfant de 2 ans et demi, et Daniel avait déjà commencé à l'appeler la nôtre. Nous avons finalisé son adoption en novembre 2020. Hazel Juliette Reed Butler, 3 ans. Elle portait une robe avec une branche de noisetier brodée sur le col, parce que je voulais qu'elle sache que son prénom était un endroit qui lui appartenait. Ma mère n'est pas venue au tribunal. À la place, elle a envoyé une lettre. Je l'ai toujours. Il y était écrit, avec l'écriture régulière et soignée de ma mère, je suis le sang de Hazel.
tu es une remplaçante. Le tribunal verra sûrement la différence. J'ai gardé la lettre dans un tiroir, avec le jugement d'adoption. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi je la gardais. Daniel m'en avait donné la raison, 3 ans avant que je ne sois prête à l'entendre. 6 années ont passé. Hazel a grandi, devenant une enfant sérieuse, au regard doux, qui fredonnait quand elle lisait. Daniel et moi avons bâti une vie tranquille et prudente à Westport. Mon père, Gérald, est mort d'un accident vasculaire cérébral en 2023. Ma mère a hérité de la présidence de la fondation, ainsi que du vote de contrôle sur les distributions familiales. Elle a commencé à porter les perles de sa grand-mère tous les jours. En apparence, elle était la matriarche au lys dévouée. Elle assistait au spectacle de l'école. Elle apportait des cadeaux à Noël. Mais ces cadeaux obéissaient à un système. Et le système était toujours le même. Charlotte et Hudson, les enfants de mon frère Théodore, les 2 vrais petits-enfants au lys, recevaient des obligations d'épargne, de l'argenterie monogrammée, des cartes d'héritage scolaire. Hazel, elle, recevait ce que ma mère appelait des cadeaux au vintage, de vieux mouchoirs, des livres d'occasion, des rubans délavés. La différence n'était jamais formulée à voix haute. Elle ne faisait que s'accumuler. J'appelais cela de la délicatesse. J'appelais cela la vieillesse. J'appelais cela le deuil. J'appelais cela par tous les noms, sauf par ce que c'était réellement. Daniel a commencé à transporter une chemise en cuir marron, à l'automne 2024. Il ne m'a pas dit pourquoi. Je n'ai pas posé de questions. J'avais été une fille, une sœur, une tante, et finalement une mère. La frontière entre ces mots était une chose que ma mère n'avait jamais accepté d'apprendre. Et j'avais passé tellement de temps à croire que maintenir la paix était une preuve d'amour, que je n'avais pas remarqué à quel moment ce maintien de la paix était devenu une permission de faire du mal. 3 semaines avant le 9e anniversaire de Hazel, elle a décollé un post-it jaune du bureau de sa chambre, et l'a glissé sous ma tasse de café. Maman, est-ce que ça peut être juste nous, et pas grand-mère? Elle l'a demandé de la même façon qu'elle avait appris à demander la permission de ne pas aller à l'église. Avec prudence, en s'excusant presque d'avance. J'ai répondu, juste nous, chérie. Et je le pensais. La liste d'anniversaire de Hazel était une feuille volante, collée sur le devant du réfrigérateur. 6 filles de sa classe. Mav, la fille de ma meilleure amie Francis Holloway, Olivia, la cousine de Daniel, et ses 2 enfants. Tante Margot, la seule au lys que ma mère n'avait jamais réussi à contrôler totalement. Et c'était tout. Patricia a appelé mardi soir. Elle a appelé mercredi matin. Elle a appelé jeudi midi. À chaque fois, elle disait la même chose, formulée légèrement différemment, Caroline? Laisse-moi au moins apporter quelque chose. Tu ne devrais pas avoir à tout faire toute seule. Je viendrai tôt samedi. J'ai quelque chose de spécial pour elle. Un cadeau de la famille. Tu me laisseras le lui donner en premier, n'est-ce pas? J'aurais dû refuser. J'avais déjà refusé auparavant. Mais elle a prononcé le mot famille, et famille était le mot qui m'avait toujours fait plier. Je lui ai dit qu'elle pouvait venir à 10h. Elle est arrivée à 9h14. Daniel est rentré tard vendredi soir, avec sa chemise en cuir marron. Il l'a posée sur le comptoir de la cuisine, et ne l'a pas ouverte. Il a embrassé Hazel pour lui souhaiter bonne nuit, est revenu dans la cuisine, et m'a regardé avec l'expression qu'il arborait quand il s'apprêtait à dire quelque chose avec prudence. Demain, a-t-il dit. Quoi qu'il arrive à la fête, reste calme. Reste où tu es. Ne me suis pas dehors. Je lui ai demandé ce que signifiait ce « quoi qu'il arrive ». Il a embrassé mon front, et a répondu « j'espère que rien n'arrivera ». Il mentait. Nous le savions tous les deux. Je n'ai pas insisté. La chemise est restée sur le comptoir toute la nuit. Le samedi matin est arrivé, lumineux et chaud, le genre de journée d'avril qui sentait l'herbe et les nouveaux possibles. Hazel est descendue dans une robe d'été jaune pâle, que j'avais choisie avec elle en février. À l'aube de ses 9 ans, elle avait décidé que le jaune était sa couleur. « Est-ce qu'on fait le gâteau ?» a-t-elle demandé. « Bien sûr que nous faisons le gâteau. Je l'avais préparé la veille au soir. Une crème au beurre jaune, avec une seule branche de noisetier dessinée sur le dessus en glaçage vert. C'était notre tradition depuis le premier anniversaire suivant l'adoption, quand elle m'avait demandé ce que signifiait son prénom. Je lui avais expliqué que c'était un arbre qui poussait lentement,
et qui gardait ses feuilles plus longtemps que les autres. Elle avait hoché la tête une fois, très sérieusement, et avait demandé si ce serait d'accord si elle était, elle aussi, un noisetier. C'était ma réponse pour elle, chaque mois d'avril depuis, 7 branches sur le gâteau. Un petit morceau de douille comestible. Patricia a sonné à la porte à 9h14, avec exactement 46 minutes d'avance. Elle tenait une boîte emballée, de la taille d'un livre relié. Un ruban bleu pâle. Pas de carte. Elle est entrée, sans enlever son manteau. Où puis-je poser ça? J'ai fait un geste vers la table des cadeaux. Celui-ci passe en premier, a-t-elle déclaré. Je veux qu'elle ouvre celui-là en premier. Caroline, promets-le-moi. J'aurais dû remarquer qu'elle avait gardé son manteau. Je l'ai remarqué. En fait, je me suis dit que c'était parce qu'elle avait froid. Il ne faisait pas froid. Je lui ai dit que je laisserais Hazel décider. Elle a fait ce genre de sourire qui ne fait pas bouger le reste du visage, et elle a posé la boîte sur la table elle-même. Ensuite, elle est passée devant moi en direction de la salle à manger, et s'est tenue dos au mur, de la manière dont se tient une personne qui a répété son entrée. Les autres invités sont arrivés à 11h. Les enfants ont couru dans le jardin. Daniel a observé ma mère pendant les 20 minutes suivantes, sans en avoir l'air. J'ai remarqué qu'il tenait la chemise en cuir marron sous son bras. J'aurais dû lui demander ce qu'il y avait dedans. Je me suis dit que je le ferais plus tard. Ce plus tard s'est avéré être 3 heures après que ma fille a cessé d'être une enfant qui croyait que sa grand-mère l'aimait. Nous avons apporté le gâteau à 12h15. 6 filles en robe pastel se sont pressées autour de l'îlot central de la cuisine. Des téléphones étaient tenus en l'air par les parents, formant un demi-cercle derrière elles. La mère de Mav, Olivia, et 2 autres femmes que je ne connaissais pas bien. Francis a posé son propre téléphone sur la console d'appoint, parce qu'elle filmait tout. Elle avait filmé les 4 derniers anniversaires de Hazel, et chaque Thanksgiving depuis 2020. C'était sa forme de gentillesse discrète, être la gardienne des images que personne d'autre ne pensait à filmer. J'ai allumé les bougies. Hazel m'a regardé. Elle n'a pas regardé sa grand-mère. Fais un vœu, chérie. Elle a fermé les yeux. J'ai souhaité que ce soit juste une journée normale, a-t-elle dit très doucement. Les autres filles ont ri. L'une d'elles a lancé, t'es pas censé le dire, bêta. Hazel a souri. Les bougies se sont éteintes en un seul souffle. C'était la dernière seconde de la journée où elle était encore elle-même. Ma mère s'est levée avant même que j'aie fini de couper le gâteau. Elle est passée devant les enfants, devant Daniel, devant moi. Elle a soulevé la boîte au ruban bleu pâle de la table des cadeaux, et a traversé la pièce en 5 pas. Elle ne l'a pas tendue à Hazel. Elle l'a fourrée dans les mains de ma fille. Ses 2 mains sur la boîte, la poussant contre la petite poitrine d'une enfant de 9 ans. Ouvre-le, mon enfant, a-t-elle dit, et sa voix n'était pas un murmure. Elle portait loin. Il est temps que tu apprennes la vérité. Tu n'appartiens pas à cette famille. Tu n'en as jamais fait partie. La pièce est devenue silencieuse, mais d'un mauvais silence. Le téléphone de Francis, sur la console d'appoint, continuait d'enregistrer. Hazel a levé les yeux vers moi. Puis, elle a regardé de nouveau la boîte. Ses petits doigts ont trouvé le ruban. Elle l'a tiré lentement, de la façon dont elle ouvrait toujours ses cadeaux, comme si elle ne voulait pas déchirer le papier. La première couche était une robe. Un uniforme de la Greenwich Country Day School, une jupe plissée bleu marine, un chemisier à col blanc, le blason de l'école cousu en rouge sur la poche de poitrine, et brodé à l'intérieur du col, avec un minuscule fil d'or, Hazel Hollis. Elle l'a lu à voix haute. Maman, c'est écrit Hazel Hollis. Est-ce qu'ils se sont trompés? La tasse de café de tante Margot a émis un petit bruit en touchant la soucoupe. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte de la salle à manger, et elle n'a pas bougé. Le téléphone de Francis enregistrait toujours. La pièce avait entendu le mauvais nom de famille. La pièce avait aussi entendu qu'elle Hollis ne l'avait pas corrigé. Hazel a continué. Sous la robe, se trouvait une photographie pliée. Juliette, à 17 ans, dans un sweatshirt d'université, souriant à l'objectif de la manière dont elle souriait quand elle pensait que personne ne la regardait. Le dos de la photo portait une inscription, rédigée de l'écriture régulière et soignée de ma mère, ta vraie mère aurait voulu que tu sois là. Hazel n'a rien dit. Elle a juste tenu la photographie pendant un moment, puis l'a posée sur le tapis, à côté d'elle.
Sous la photo, se trouvait un document de 6 pages. Il était agrafé. L'entête supérieure était en gras et centrée. Je pouvais le voir d'où je me tenais, à l'autre bout de la pièce, et j'ai su ce que c'était avant même que Hazel n'ait fini la première ligne. Au tribunal des successions du district de Greenwich. Objet, requête pour la nomination d'un tuteur pour la mineure Hazel Juliette Reed Butler. Requérante, Patricia Hollis. Elle a lu son propre nom. Puis, elle a lu la ligne suivante. L'enfant mineur devrait être retiré de son accord de garde actuel. Et ses épaules se sont mises à trembler. Elle a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient pleins de larmes. Maman, elle essaie de m'emmener. Je ne me souviens pas d'avoir bougé. Je me souviens de Francis prononçant mon prénom, d'une voix que je ne lui avais jamais entendue. Je me souviens de Daniel se levant. Je me souviens de la pièce devenant une seule et grande entité respirante. Je me souviens de ma mère, qui souriait. Elle s'est penchée vers Hazel, avec ce sourire froid et répété sous lequel j'avais grandi. Elle a approché son visage très près de celui de ma fille, et elle a parlé assez fort pour que les 20 personnes présentes dans la pièce entendent chaque syllabe. Arrête d'être si dramatique. Le sang appelle le sang. Tu es juste emprunté. Je reprends ce qui aurait dû être à moi il y a des années. Daniel nous a rejoints avant moi. Il s'est penché, a soulevé Hazel. Elle avait 9 ans, mais elle était devenue légère, comme le font les enfants effrayés. Il l'a portée hors de la pièce, sans adresser un seul mot à ma mère. Il n'a pas claqué la porte derrière lui. Il l'a fermée doucement. De la façon dont on ferme la porte sur un enfant endormi. La requête reposait ouverte sur le tapis. La robe était pliée à côté. La photographie de Juliette était posée près de la robe. Ma mère s'est tournée vers moi. 6 téléphones dans la pièce enregistraient toujours. La sonnette ring de l'entrée principale, à 6 mètres de l'endroit où elle se tenait, captait encore le son depuis le hall ouvert. Elle n'a pas baissé la voix. Ou plutôt, elle l'a baissée juste assez pour donner l'impression que la phrase suivante était empreinte de gentillesse, tuant sa dramatique, comme toujours. Elle a souri de nouveau. Le sourire d'une femme qui croyait qu'elle venait de gagner en public, devant la partie de la famille qui comptait le plus pour elle. Elle n'avait aucune idée de ce que la pièce venait de lui faire. Je vais vous raconter ce qui s'est passé au cours des 3 heures suivantes. Mais avant cela, je dois vous dire quelque chose. Car si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà quel genre de mère est la mienne. Si vous vous êtes déjà assis dans une pièce, observant un membre de votre famille faire l'impardonnable devant témoin, pour ensuite vous regarder comme si vous étiez celle qui manquait de raison, commentez avec un seul mot ci-dessous, témoin. Je lis tout le monde. Vous n'êtes pas folle. Vous n'êtes pas dramatique. Vous étiez simplement attentive. Je ne me suis pas assise. Daniel m'avait dit de rester où j'étais. J'avais passé ma vie à rester à ma place. Cette fois, j'ai obéi pour une raison différente. Depuis l'encadrement entre la cuisine et la salle à manger, ce même encadrement où je m'étais tenu pendant 30 ans, je pouvais tout voir. Je pouvais voir ma mère se rasseoir sur la chaise en velours, celle que mon père lui avait achetée en 2017. Je pouvais voir Théo, mon frère, s'approcher d'elle et poser une main sur son épaule, de la façon dont il le faisait depuis qu'il avait 11 ans. Je pouvais voir Vivienne, sa femme, debout à 1 mètre de là, les bras croisés, la bouche légèrement entr'ouverte, le regard dans le vide. Je pouvais voir les autres parents rassembler les manteaux de leurs filles. La mère de Mav s'est arrêtée près de la porte, avec Mav sous un bras, et a dit très doucement, « Caroline, je suis tellement désolée. Je vais ramener Mav à la maison. Dis à Hazel. Dis-lui qu'elle est aimée. » J'ai hoché la tête. Je ne pouvais rien dire. Elle est partie. Les autres parents l'ont suivie, un par un, sans faire le moindre bruit. Leur fille avait les yeux écarquillés, de cette façon qu'ont les enfants lorsqu'ils ont compris quelque chose que les adultes voulaient cacher. À 12h50, il ne restait que Théo, Vivienne, leurs enfants, tante Margot, Francis et ma mère. 6 adultes et 3 enfants, dans une pièce qui, 80 minutes plus tôt, accueillait une fête d'anniversaire. Mon frère a pris sa voix de famille. J'avais grandi avec cette voix. C'était celle que Théo utilisait lorsqu'il s'apprêtait à me demander de faire quelque chose que j'allais regretter plus tard. Caroline. Maman ne voulait pas dire ça comme ça à sonner. Laissons-la juste s'excuser. On peut passer à autre chose dès aujourd'hui. On n'a pas besoin d'en faire toute une histoire.
Je ne lui ai pas répondu. Je lui avais répondu 1000 fois en 36 ans. Je lui avais répondu à Thanksgiving en 2011, quand notre mère avait dit à Juliette qu'elle faisait honte au nom d'Éolis. Je lui avais répondu à Noël en 2019, quand Patricia avait séché la première fête de Hazel avec nous. Je lui avais répondu à chaque enterrement, chaque réunion de famille, chaque dîner inconfortable. À chaque fois, c'était moi qui y mettais un terme. Cette fois-ci, je ne lui ai pas répondu. Ma mère a posé son verre de vin. Son sac à main, le petit en cuir avec un fermoir doré qu'elle portait depuis les années 80, était sur la table d'appoint, près de la fenêtre. Elle ne l'a pas pris. Elle ne l'a pas remis en place. Elle m'observait. Elle s'est levée. Elle a traversé la pièce. Elle est arrivée au bord de l'encadrement de la cuisine, et s'est arrêtée, assez près pour que je puisse sentir son parfum. Le même parfum qu'elle avait porté aux funérailles de Juliette. Caroline. Sa voix était ce murmure qu'elle utilisait quand elle voulait que je me sente responsable. Chérie, laisse-moi 5 minutes seul avec toi. On peut arranger ça. On n'a pas besoin d'en faire une affaire d'État. Je l'ai regardée. Non, ai-je dit. Nous pourrons parler quand tout le monde sera de retour. Elle a cligné des yeux. Son sourire a glissé sur le côté pendant une demi-seconde, avant qu'elle ne le recompose. Quand tout le monde sera de retour d'où? Tu verras. C'était la fois où je m'étais le plus rapproché de son ton à elle. Elle est retournée à sa chaise. Elle n'a pas pris le sac à main. Francis s'est approché de moi, s'est penché, et m'a glissé à l'oreille, d'une voix très basse, « Regarde, Daniel vient d'envoyer un message. Il dit, n'ouvre pas son sac. Il dit qu'il a déjà photographié ce qu'il y a à l'intérieur, il y a 3 mois. Il y a 3 mois. » Cette phrase a réorganisé la dernière année de ma vie en un seul souffle. Il y a 3 mois, Daniel portait déjà cette chemise en cuir marron depuis près de 18 mois. Il avait discrètement construit quelque chose que je ne l'avais même pas remarqué en train de bâtir. Il y a 3 mois, il avait, d'une manière ou d'une autre, photographié l'intérieur du sac de ma mère. Il n'attendait pas que la fête ait lieu. Il attendait qu'elle passe la porte, en portant la preuve de ce qu'elle avait déjà fait. J'ai regardé l'horloge au-dessus de l'évier de la cuisine. Il était 10h07. Daniel avait fait sortir Hazel de la salle à manger 38 minutes plus tôt. 3 heures, ai-je pensé. Il avait dit 3 heures. Je ne savais pas encore ce qui allait se passer durant ces 3 heures. Mais je savais, pour la première fois en 3 décennies, que je n'avais rien à réparer avant que cela n'arrive. Laissez-moi vous raconter qui était Juliette. Parce que si vous ne connaissez pas ma sœur, vous ne comprendrez pas ce que ma mère a passé les 7 dernières années à essayer de détruire. Juliette avait 3 ans de plus que moi. Elle avait la structure osseuse de notre mère, et la nature silencieuse de notre père. Elle lisait des livres en posant les pieds sur la table. Elle avait été la première fille au lycée, en 2 générations, à refuser de s'inscrire au country club. Elle avait rencontré Connor Reed dans un café de New Haven en 2013, à l'époque où il enseignait l'anglais et corrigeait des copies dans un coin. Elle l'a épousé en 2014, lors d'un mariage dans un jardin, avec 11 invités. Notre mère y a assisté en robe noire. Reed, a dit notre mère dans la ligne de réception, avec un sourire. Ça sonne comme un brin d'herbe. On n'épouse pas de l'herbe, Juliette. Juliette a embrassé Connor sur la joue et a répondu, alors je serai une prairie, mère. Hazel est née en avril 2017. Un bébé au visage sérieux, avec la structure osseuse de Juliette et le sourire lent de Connor. Connor est mort en rentrant d'une réunion parents-professeurs, une nuit de novembre 2018. La voiture devant lui s'est arrêtée brusquement. Pas lui. Hazel avait 18 mois. Juliette a tenu le coup. Elle était le genre de femme capable de tout supporter, pour peu qu'on lui laisse du temps. Elle a eu 8 mois. Puis, un mardi matin de mai 2019, elle s'est réveillée avec un mal de tête qu'elle ne parvenait pas à décrire. Et à l'heure du déjeuner, elle était partie. Un anévrisme. À 35 ans. Aucun antécédent, aucun signe d'alerte. Hazel avait 2 ans. Ma mère a assisté aux funérailles, portant les mêmes perles qu'elle avait mises pour ma remise de diplôme universitaire. Elle n'a pas pleuré. Elle a apporté une carte à la réception, sur laquelle on pouvait lire « La tragédie est le prix des choix inhabituels ». Elle croyait que c'était de la sagesse. Elle pensait être honnête.
Elle me l'a tendu au niveau de la table du buffet. J'ai ramené Hazel chez moi, ce soir-là. Elle ne comprenait pas. Elle n'arrêtait pas de demander quand sa mère allait revenir. Ma mère a essayé à 2 reprises, en juin, puis en août 2019, d'être nommée co-tutrice. Elle utilisait des expressions comme stabilité et continuité de l'héritage dans de longs emails, adressés à un avocat de la famille qu'elle avait engagé des années auparavant. L'avocat, un vieil ami d'université de mon père, a refusé de faire avancer la requête. Je n'ai eu connaissance d'aucune de ces 2 tentatives avant 2025, lorsque Daniel m'a montré des copies qu'il avait demandées aux archives du tribunal. Je ne sais pas ce qui a changé entre juin et août. Je sais que ma mère a conservé les lettres de refus. Nous avons finalisé l'adoption de Hazel en novembre 2020. Ma mère a envoyé une lettre sur le papier à en-tête de la fondation Hollis. Il y était écrit, de son écriture régulière, « Je suis le sang de Hazel. Tu es une remplaçante. » Le tribunal verra sûrement la différence. J'ai gardé la lettre. Je ne savais pas pourquoi. Daniel, lui, le savait. Après la mort de mon père en 2023, ma mère est devenue présidente de la fondation. Elle a commencé à porter ses perles tous les jours. Lors des réunions de famille, elle s'est mise à dire des choses comme « Charlotte sera notre présidente un jour. » Hazel. Eh bien, Hazel pourra trouver sa propre voie. Elle a inscrit Charlotte à un atelier sur le patrimoine, et lui a acheté une obligation d'épargne de 25 000 € pour Noël 2024. Ce même Noël, elle a offert à Hazel un mouchoir délavé, brodé du blason des Hollis. Hazel a dit « Merci, grand-mère », et m'a demandé plus tard dans la soirée, pendant que nous lui brossions les dents, « Maman, est-ce que je suis une Hollis, ou est-ce que je suis autre chose ?» Je lui ai répondu qu'elle était les 2. J'avais tort. Elle était une 3e chose. Et ma mère avait déjà commencé à monter un dossier contre cette 3e chose. Ce Noël-là, il y a eu cette crise de panique en décembre, dans le salon de ma mère, lorsqu'Hazel était devenue silencieuse, avait commencé à trembler, et avait finalement fondu en larmes. Tout cela parce que Patricia avait dit, elle est exactement comme Juliette. Trop sensible pour les pièces de la famille. C'est ce soir-là que Daniel a commencé à prendre des notes. Il ne me l'a pas dit. Il en a parlé à Catherine Riley, une avocate spécialisée en droit de la famille avec qui il avait travaillé sur un reportage 2 ans plus tôt. Catherine lui a conseillé, gardez une trace de tout. N'agissez pas encore. Attendez qu'elle fasse quelque chose de documentable. En juin 2025, le directeur de l'école primaire de Collytown a appelé Daniel. L'école avait reçu un formulaire de contact d'urgence modifié, ajoutant Patricia Hollis comme personne autorisée à récupérer l'enfant. La signature était la mienne, ou du moins, elle prétendait l'être. Le directeur avait remarqué quelque chose d'inhabituel et avait appelé pour vérifier. Ce n'était pas ma signature. Cet appel a déclenché tout le reste. Daniel s'est rendu chez Catherine l'après-midi même. Catherine a déposé un dossier privé. Ils ont contacté l'inspecteur Ellis Hartman, de l'unité des délits d'usurpation d'identité de New Haven, en octobre. Hartman a ouvert un dossier en novembre. Entre cette date et avril 2026, ma mère, sans savoir qu'elle était surveillée, a appelé l'école primaire à 11 reprises, en se faisant passer pour moi. Elle a appelé le cabinet de la thérapeute de Hazel, le docteur Béatrice Lockhart, le 17 mars, en se faisant passer pour Daniel. 2 jours plus tard, elle a envoyé par courrier un faux formulaire de divulgation d'informations à ce même cabinet, depuis sa propre adresse à Greenwich. Elle a payé 8 200 € en espèces à un homme nommé Marshall Brennan, son ancien homme à tout faire, pour qu'il rédige une évaluation de ma santé mentale. Elle a déposé une requête pour obtenir la tutelle complète de ma fille le 4 avril. Pendant 18 mois, elle s'était persuadée qu'elle protégeait le nom de notre famille. Ce qu'elle faisait en réalité, c'était l'aliéner, lettre par lettre, signature par signature. 4 jours avant la fête, Daniel a reçu un appel d'une source au tribunal. La requête avait été déposée. L'audience était fixée au 20 mai. Il est rentré pâle ce soir-là. Il m'a fait asseoir au comptoir de la cuisine, et m'a dit, « J'ai besoin de 4 jours. Ne pose pas de questions. Accorde-moi juste 4 jours. » Je lui en avais donné 18 mois. Je lui en ai donné 4 de plus. J'avais passé 7 ans à appeler cela de la délicatesse. Le dossier que transportait mon mari appelait cela autrement. Il appelait cela un schéma répétitif. Et la femme qui avait déposé la requête 3 semaines plus tôt,
persuadée que le tribunal se rangerait de son côté le mois suivant, avait cessé de faire semblant d'être bienveillante. Ce samedi matin-là, elle était la version d'elle-même que j'avais passé ma vie entière à refuser de voir. On a sonné à la porte à 14h43. Je me tenais dans l'encadrement de la cuisine depuis 95 minutes. Je n'avais pas mangé. Je ne m'étais pas assise. Théo m'avait demandé 3 fois de parler en privé. Vivienne n'avait rien dit. Tante Margot s'était déplacée 2 fois. Une fois pour se verser de l'eau, une fois pour regarder par la fenêtre de devant. Ma mère avait terminé son 2e verre de vin. Francis a ouvert la porte. « Regarde », a-t-elle dit très doucement. Daniel est de retour. Et il a du monde avec lui. J'ai traversé le salon. Daniel est entré le premier. Il tenait 2 dossiers, un bleu marine, un rouge, et une fine tablette noire sous son bras. Derrière lui, marchait une femme en tailleur gris avec une mallette noire. Derrière elle, avançaient 2 policiers de Westport en uniforme, l'un grand, l'autre non. Derrière eux, un homme d'une 40aine d'années, en civil, tenant une enveloppe Kraft. Derrière lui, une femme en blazer bleu marine, avec un insigne accroché à la hanche. 6 adultes, aucun ne souriait. Daniel n'a pas regardé ma mère. Il m'a regardé, moi. Maman, a-t-il dit, bien qu'il s'adressât à Patricia, et non à moi. Ma mère avait été sa maman pendant 6 ans, et le mot a résonné dans la pièce comme un petit aveu. Voici Catherine Riley, notre avocate. Voici les agents Callaway et Pendleton de Westport, l'inspecteur Ellis Hartman de New Haven, et l'agent spécial Teresa Voss, agent de liaison fédérale du ministère de la Santé. Ils sont ici à cause de ce que vous avez mis dans cette boîte. Ma mère était debout. Elle est restée debout. Son sourire, qu'elle arborait depuis 95 minutes, n'avait pas encore rattrapé l'expression de son visage. Catherine Riley est passée devant elle pour se diriger vers la table basse. Elle y a posé sa mallette. Elle l'a ouverte à plat. Elle ne s'est pas présentée une seconde fois. Elle s'est tournée vers ma mère. « Madame Hollis, je vous demanderai de rester assise pendant les 40 prochaines minutes. Vous n'êtes pas obligée de parler. Vous n'êtes pas en état d'arrestation. Vous recevez une signification d'acte juridique. » Patricia ne s'est pas assise. Elle s'est tournée vers moi. Ses yeux étaient grands ouverts et brillants, comme seuls peuvent l'être les yeux d'une femme effrayée mais sous contrôle. Elle a baissé la voix, adoptant ce murmure qu'elle avait utilisé pour le cadeau d'anniversaire de Hazel. Ce murmure qu'elle avait utilisé contre moi toute ma vie. Caroline. Doux, maternel, définitif. Chérie, tu n'es pas obligée de faire ça. Tu rends ça dramatique. Je ne lui ai pas répondu. Daniel l'a fait. Il a posé le dossier bleu marine sur la table basse. Le dossier a produit un petit son précis, semblable à celui d'un livre qu'on ferme. Non, a-t-il dit. Vous en avez fait des pièces à conviction. La pièce a cessé de bouger. Ma mère n'a plus chuchoté après cela. Elle avait bâti sa vie sur des murmures. Elle n'avait pas encore appris que les documents officiels, eux, ne chuchotent pas en retour. Catherine Riley a ouvert le dossier bleu marine. Elle a soulevé le premier document, une liasse de 6 pages agrafées, avec le tampon d'enregistrement du tribunal sur la page de garde. Elle l'a placé sur la table, bien en vue de tous. Pour que cela soit acté, a-t-elle déclaré, la requête que Madame Hollis a déposée au tribunal des successions du Connecticut le 4 avril 2026, il y a 3 semaines, est le même document qu'elle a remis à sa petite fille de 9 ans, lors de cette fête. Il y a 3h30. Requête pour la nomination d'un tuteur pour un mineur, déposée en vertu de la section 45A 616 du statut général du Connecticut. La mineure est Hazel Juliette Reed Butler. Ma mère a regardé le document sur la table. Puis, elle a regardé son propre sac à main, sur la table d'appoint. Ensuite, elle n'a plus regardé personne. Théo n'avait pas bougé depuis que Daniel était entré. Il se tenait toujours derrière la chaise de notre mère, sa main planant encore au-dessus de son épaule, là où elle s'était reposée pendant 95 minutes. Il l'a retirée lentement. Il ne l'a pas reposée. Pour la première fois de sa vie, il ne savait pas où mettre sa main. Tante Margot s'était déplacée vers l'encadrement de la salle à manger. Elle observait ma mère, de la manière dont on observe quelqu'un que l'on a passé 50 ans à faire semblant de ne pas comprendre.
Catherine a tourné la première page de la requête. Elle l'a lue à voix haute, uniquement les passages importants. Elle l'a lu avec le ton d'une femme qui lisait ce genre de document depuis 20 ans, et qui avait appris, en cours de route, que le drame était l'exact opposé du poids des mots. La requérante, Patricia Hollis, affirme que l'enfant mineur devrait être retiré de son accord de garde actuel, pour être placé au domicile de sa grand-mère biologique, Patricia Hollis, où Catherine a fait une pause. Elle a levé la page. Où la continuité de l'héritage peut être assurée. Continuité de l'héritage. J'avais entendu ces mots pour la première fois sur une étiquette, 98 minutes plus tôt, cousue à l'intérieur d'une robe d'uniforme bleu marine avec du fil d'or. Je comprenais à présent que la requête était la robe. La robe était la requête. Ma mère écrivait la même phrase dans différents objets depuis 18 mois, et le cadeau avait été le moment où elle avait rassemblé toutes ces phrases ensemble, devant témoins. Ma mère a dit, ce langage est standard. Catherine a répondu, il ne l'est pas, elle a tourné la deuxième page. La requête cite une évaluation de la santé mentale de Caroline Butler, datée du 10 février 2026, préparée par, et je cite, le consultant Marshall Brennan, master en psychologie, conseiller familial. Cette évaluation décrit Madame Butler comme émotionnellement instable, isolante et inapte à conserver la garde. L'inspecteur Hartman s'est avancé. Il n'a pas haussé la voix. Il a parlé comme parle un homme qui a attendu 8 mois pour prononcer une seule phrase. Madame Hollis, Marshall Brennan est votre ancien homme à tout faire. Il a réparé le kiosque de votre propriété à Greenwich en 2022. Il n'a aucune licence de psychologie dans le Connecticut. Il n'a aucune accréditation de thérapeute. Jusqu'à ce matin. Il n'a jamais été employé comme conseiller dans aucun État. L'État du Connecticut exige qu'il soit titulaire d'une licence pour évaluer la santé mentale de quiconque. Ce n'est pas le cas. Il a sorti un talon de chèque de son dossier. Il l'a tenu de manière à ce que tout le monde puisse le voir. Il s'agit d'un chèque de la Fondation de la famille Hollis, numéro 20518, daté du 9 février 2026, d'un montant de 8200 €. À l'ordre de Marshall Brennan. Il n'y a pas de facture. Il n'y a pas de registre de service. La Fondation ne paie pas les hommes à tout faire sur ses comptes d'exploitation. Mon frère a dit, Marshall ? Le type qui a réparé le kiosque ? Ma mère ne lui a pas répondu. C'était la première fois de leur vie que mon frère lui posait une question à laquelle elle ne pouvait pas répondre. Catherine a ouvert la page suivante. Madame Hollis s'est ajoutée elle-même à la liste de l'école de votre fille, en tant que contact d'urgence. Elle a utilisé le nom de votre femme. Le directeur de l'école primaire a appelé en juin 2025. Nous avons conservé ce document pendant 10 mois. Elle a posé le formulaire sur la table. À côté, elle a placé une impression, une deuxième feuille comparant ma signature réelle, tirée du renouvellement de mon permis de conduire, avec la signature sur le formulaire de l'école. Elle n'était pas identique. Elle n'était même pas proche. Ma mère s'était entraînée, mais elle s'était basée sur une version de ma signature datant de 2018. J'avais changé la façon dont je croisais mon OC en 2021. J'ai regardé le faux sur la table. Je n'avais jamais vu ma mère signer mon nom auparavant. En le regardant maintenant, je me suis rendu compte qu'elle s'y exerçait depuis longtemps. Daniel a posé un journal d'appel imprimé à côté du formulaire. Journal des appels de l'école primaire de Collytown. 11 appels de Madame Hollis au secrétariat de l'école, entre juillet 2025 et mars 2026. 4 de ces appels ont été pris par leur conseillère, Madame Eileen Donovan. Lors de 3 de ces appels, l'interlocutrice s'est identifiée comme étant Madame Caroline Butler. Madame Donovan, qui se tenait dans mon salon depuis 2 heures avec une assiette en carton à la main, venue à la fête en tant qu'invitée parce que sa fille était une camarade de classe de Hazel, a posé son assiette. Elle s'est avancée. Elle n'a pas regardé ma mère. Elle a regardé Catherine. J'ai pris le 4e appel, a-t-elle dit. C'était le 17 septembre 2025. Elle a dit qu'elle était Madame Butler. Elle a demandé le dossier comportemental complet de Hazel. Elle s'est tournée. Elle a enfin regardé ma mère. Les enfants méritent d'être les protagonistes de leur propre dossier. On était en train d'inscrire Hazel dans le dossier de quelqu'un d'autre. Mon frère s'est assis. Il ne s'était pas assis de tout l'après-midi. Il s'est assis maintenant. Il a regardé notre mère.
Quand sa voix est sortie, elle était toute petite. « Maman, as-tu vraiment déposé ça? As-tu fait ça sans me le dire ?» Elle a redressé le dos. « Théodore, c'est une affaire de famille. » Il l'a fixé du regard. « Ça a cessé d'être une affaire de famille, » a-t-il dit lentement, quand des policiers ont franchi la porte d'entrée de ma sœur. Ma mère a ouvert la bouche. Elle l'a refermée. Vivienne, qui n'avait pas parlé depuis 3 heures, a poussé un soupir. Catherine a de nouveau plongé la main dans le dossier bleu marine. Elle a sorti une petite feuille imprimée, contenant 6 entrées horodatées, chacune faisant référence à un clip vidéo. Le nom de Francis figurait sur la première ligne. Madame Hollis. 6 éléments de preuve audiovisuelle ont été capturés par des invités lors de cette fête. Entre 12h15 et 12h31 aujourd'hui. Francis Holloway a enregistré la séquence complète de 8 minutes. 4 autres parents ont filmé le moment du cadeau. La sonnette ring de l'entrée principale a capté l'audio depuis le hall. Le Connecticut est un État où le consentement d'une seule partie suffit. Chaque enregistrement est recevable. Elle a soulevé la tablette de la table. Elle l'a inclinée vers ma mère. L'écran était en pause sur une image fixe de Patricia, en plein milieu d'une phrase, la bouche ouverte, avec des mots sur les lèvres qui dataient déjà de 3 heures. Le tribunal peut vous entendre le dire, a déclaré Catherine d'un ton neutre. Tout comme l'enquêteur fédéral. Ma mère avait passé 40 ans à contrôler ce qui s'écrivait sur elle. Elle n'avait pas compris qu'en 2026, la pièce s'écrit d'elle-même. Catherine a fermé le dossier bleu marine. Elle n'a pas dit « et maintenant, passons à autre chose ». Elle n'a pas regardé autour d'elle. Elle n'a pas fait de pause pour souligner les faits. Elle a simplement ouvert le dossier rouge. Le dossier rouge portait une petite étiquette imprimée sur sa couverture, dossier HHS 2026 C12. Ma mère n'avait jamais vu ce dossier auparavant. Son visage n'a pas changé, mais ses mains, jointes sur ses genoux un instant plus tôt, se sont complètement figées. Le premier dossier, a précisé Catherine, concerne l'État. Celui-ci est fédéral. Ma mère s'était préparée pour affronter l'État. Elle ne s'était pas préparée à affronter le pays. Catherine a sorti la première page. Le 17 mars 2026, à 15h46, quelqu'un a appelé le cabinet de New Haven du docteur Béatrice Lockhart, et s'est identifié sous le nom de Daniel Butler. Cette personne a demandé un résumé diagnostic pour Hazel Juliette Reed Butler, le calendrier des rendez-vous, les notes de traitement. Le diagnostic en cours. Le cabinet du docteur Lockhart a refusé de divulguer ces dossiers. Ils ont également enregistré l'appel sur leur journal standard des appels entrants, et le responsable de la conformité du cabinet a rédigé un rapport d'incident. Le même après-midi, Catherine a posé une petite enceinte Bluetooth sur la table basse. Elle a appuyé sur un bouton de la tablette. « Docteur Lockhart, vous nous entendez ?» Une voix de femme, calme et professionnelle, est sortie de l'enceinte. « Je vous entends, Catherine. »« Docteur Lockhart, pouvez-vous décrire l'appel que vous avez reçu le 17 mars ?» Une femme a appelé mon cabinet cet après-midi-là, et s'est présentée comme étant Monsieur Butler. Elle avait la date de naissance complète de Hazel, sa catégorie de diagnostic, le calendrier de ses rendez-vous. Elle n'avait pas son numéro de dossier. J'ai refusé de divulguer le moindre dossier, et je lui ai demandé de se présenter en personne avec une pièce d'identité avec photo. Elle a raccroché. J'ai signalé l'appel à mon responsable de la conformité le jour même, et j'ai déposé une notification au ministère de la Santé le lendemain matin. Les mains de ma mère n'avaient pas bougé. Ses yeux s'étaient posés une fois sur moi, puis s'en étaient détournés. Une femme s'identifiant comme un homme. Il n'y avait qu'une seule femme dans la pièce qui aurait fait cela. L'Assemblée le savait. L'Assemblée l'avait compris, avant même que le docteur Lockhart n'ait fini de parler. Catherine a soulevé le document suivant. Une simple feuille de papier à en-tête, le genre que les cabinets médicaux envoyaient par la poste, sur laquelle était imprimé un formulaire de décharge médicale. Le champ de la personne autorisant la divulgation était rempli avec la même écriture soignée et régulière que le formulaire d'urgence de l'école. La signature en dessous indiquait « Caroline Butler ». Voici le formulaire de décharge que Madame Hollis a posté le 19 mars, a déclaré Catherine. Elle a signé au nom de votre femme. Elle a inclus sa propre adresse à Greenwich comme adresse d'expédition. Elle n'a pas été prudente. Elle a soulevé une dernière feuille. Une enveloppe scannée,
L'écriture soignée de Patricia, l'adresse d'expédition de Patricia à Greenwich, le choix de timbre de Patricia. Ma mère avait signé mon nom. Elle avait aussi écrit l'adresse sur l'enveloppe. L'arrogance de ce second acte valait confession. L'agent Voss a fait un pas en avant. Elle n'a pas haussé le ton. Elle avait une voix fédérale, monocorde, structurée, le genre de voix qui n'avait pas besoin d'être élevée. Madame Hollis, on vous informe qu'une enquête en vertu de la section 1177 est actuellement ouverte. Vous n'êtes pas en état d'arrestation aujourd'hui. Vous serez tenu de répondre à une citation à comparaître. Je suis ici pour vous signifier cet avis. Et pour vérifier votre identité pour le dossier fédéral. Puis-je voir une pièce d'identité? Ma mère n'a pas bougé. L'agent Voss a attendu. Elle n'a pas répété la question. Elle a simplement attendu. Après un long moment, ma mère a soulevé son sac à main, le petit en cuir avec le fermoir doré, l'a posé sur ses genoux, et l'a ouvert. Sa main s'y est glissée et s'est arrêtée. Le petit carnet en cuir noir fut la première chose que ses doigts touchèrent. J'ai vu son visage prendre conscience de la présence du carnet. J'ai vu son visage prendre conscience qu'elle l'avait apporté. J'ai vu son visage prendre conscience que nous savions. Elle a lâché le carnet. Elle a trouvé son permis de conduire. Elle l'a tendu à l'agent Voss sans la regarder. Mon frère, le favori de ma mère depuis 41 ans, s'est tourné lentement vers elle. Maman. Sa voix était lourde. Les as-tu appelés? En utilisant le nom de mon beau-frère? La pièce était d'une immobilité parfaite. Ma mère a levé le menton. Son sourire n'était plus sur son visage. Elle avait abandonné ce sourire il y a 6 minutes. Ce qui restait, c'était la femme en dessous, la femme qui avait déposé la requête 3 semaines plus tôt, convaincue qu'elle allait gagner. J'ai fait ce que j'avais à faire, a-t-elle déclaré. D'une voix basse, presque assurée. Pour le nom de la famille. Elle a pris une inspiration. Je voulais juste ce qu'il y a de mieux pour la famille. Hazel n'est pas une Hollis. Elle n'allait jamais en être une. J'essayais de corriger le trust avant qu'il ne soit trop tard. La phrase a plané dans la pièce. Catherine l'a notée sur son bloc-notes juridique. Le stylo se déplaçait lentement. L'assemblée regardait le stylo. La tablette de Catherine enregistrait toujours. Le téléphone de Francis, sur la console derrière elle, enregistrait toujours. Ma mère était entrée dans cette pièce avec un sourire et un sac en cuir. Elle sortait de la phrase qu'elle venait de prononcer avec rien, pas même le réconfort de nier l'avoir dite. Elle n'avait pas protégé notre nom. Elle l'avait aliéné, lettre par lettre, signature par signature, enregistrement par enregistrement, pendant 18 mois. Elle ne le savait pas encore, mais elle avait cessé d'être la présidente de la fondation de la famille Hollis, à l'instant même où cette phrase avait franchi ses lèvres. Pour la première fois de ma vie, ma mère a pleuré. Ce n'était pas le genre de pleurs qu'elle avait pratiqué pour les enterrements. C'était le genre de pleurs qu'une femme verse lorsqu'elle réalise que la pièce ne lui appartient plus. Lorsqu'elle réalise que les personnes qu'elle espérait voir la défendre sont assises, immobiles, et que les personnes qu'elle s'attendait à congédier prennent des notes. Elle s'est tournée vers moi. Ses épaules tremblaient. Caroline, je suis sa grand-mère. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas me faire ça. J'aime cet enfant. Je n'ai rien dit. J'avais dit quelque chose, à chaque réunion de famille depuis 30 ans, quand ma mère avait pleuré pour des choses dont elle était la cause. J'avais dit, maman, ça va. J'avais dit, passons à autre chose. J'avais dit, je vais arranger ça. Cette fois-ci, j'ai laissé la pièce soutenir le silence. Tante Margot a bougé. Elle a marché depuis l'encadrement de la salle à manger, où elle se tenait depuis 90 minutes, jusqu'à la table basse. Elle ne m'a pas regardé. Elle n'a pas regardé Catherine. Elle a seulement regardé ma mère. En octobre, a-t-elle dit, tu m'as appelé depuis le bureau de la fondation. Tu m'as demandé si je soutiendrais le retrait de Hazel de son statut de bénéficiaire. Tu as dit, et je te cite, Patricia. Elle n'est pas vraiment l'une des nôtres. Je t'ai dit que je ne le ferai pas. J'ai attendu pendant 6 mois que le reste de la famille le découvre. Et tu as posé la question. Elle a levé la main vers son revers gauche. Elle a détaché la petite broche arborant le blason des Hollis, qu'elle portait tous les jours depuis 52 ans. Elle l'a posée sur la table basse, à côté du dossier bleu marine.
La broche a fait un petit bruit en touchant le bois. Ce n'était pas un bruit fort. C'était le genre de son qui met fin à 60 ans de hiérarchie familiale, en un seul geste. Ma mère a fixé la broche du regard. Elle avait bâti sa vie autour de cette broche. Francis s'est avancé à son tour. Elle était assise près de la console où son téléphone avait enregistré. Elle a pris le téléphone maintenant, et l'a fait glisser jusqu'à Catherine. J'ai failli l'effacer, a-t-elle dit doucement. Je suis contente de ne pas l'avoir fait. Elle s'est tournée vers Daniel. Projette-le. Daniel a incliné le téléphone de Francis vers la télévision fixée au mur de la salle à manger. Il ne l'a pas fait avec un côté dramatique. Il ne l'a pas fait avec de grands gestes. Il a simplement tapé sur l'écran, et une capture d'écran est apparue, assez grande pour que tout le monde puisse la lire. C'était un SMS que Patricia avait envoyé à Francis, le 14 janvier de cette année. Il disait, « Francis, entre nous, de famille à famille. Je monte un dossier. Le nom de Reed n'apparaîtra plus jamais sur la fondation. Fais-moi confiance. » Ma mère a vu la capture d'écran. Ses yeux n'ont pas parcouru la pièce. Ils se sont posés très brièvement sur la moquette, près de l'endroit où Hazel avait ouvert le cadeau. La requête reposait toujours, ouverte, sur le tapis. La robe était toujours pliée à côté. La photographie de Juliette était toujours là où Hazel l'avait posée. Ma mère avait construit une histoire. Cette histoire partait du principe que tous les membres de son entourage l'aideraient à la raconter. Elle ne savait pas que tout le monde, dans son entourage, attendait discrètement l'occasion d'arrêter. Eileen Donovan s'est avancée en dernier. Elle n'apportait pas d'assiette en carton cette fois-ci. Elle apportait un petit carnet, le genre qu'une conseillère emmène à une réunion parents-professeurs. Je note tout ceci depuis le 17 septembre 2025, a-t-elle déclaré. 4 appels, les durées des 4 appels, 4 choses que Caroline Butler aurait soi-disant demandées, mais que Caroline n'a jamais demandées. J'ai parlé du premier appel à Monsieur Butler la semaine même. Il m'a demandé de garder une trace écrite. Je l'ai fait pendant 7 mois. Elle a fermé le carnet. Elle ne l'a pas tendu à ma mère. Elle l'a tendu à Catherine. Je veux faire une pause ici, juste un instant, avant de vous dire ce que Hazel a fait ensuite. Si vous écoutez ceci, si vous l'écoutez vraiment, et si vous vous êtes déjà demandé si quelqu'un de votre famille tenait un carnet sur votre enfant, faites une pause d'1 seconde. Demandez à l'école, demandez au médecin, demandez aux personnes chez qui votre signature a pu être falsifiée. Commentez, vérifiez les dossiers, ci-dessous, si vous comptez le faire. À chaque fois que j'en lis un, je me rappelle pourquoi je vous raconte cette histoire. La porte du salon s'est ouverte. Hazel est revenue à l'intérieur. Elle n'avait pas été portée. Elle marchait lentement, de manière très délibérée, comme elle le faisait quand elle réfléchissait. Elle tenait son lapin en peluche par une oreille. Daniel ne l'avait pas ramené. Elle avait demandé à venir. Elle s'est arrêtée sur le seuil. Elle a regardé ma mère. Elle ne s'est pas approchée. Je me suis agenouillé. Chérie, tu n'es pas obligée d'être ici. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient secs. Ils ne l'étaient pas, 1 heure plus tôt. Je veux rester, a-t-elle dit doucement. Je veux qu'elle me voie. La pièce n'a pas bougé. Ma mère n'a pas levé les yeux. Ma fille se tenait dans l'encadrement de la porte, dans la robe d'été jaune que je lui avais achetée en février. Elle n'était pas l'enfant de papier que ma mère avait passé 18 mois à fabriquer. Elle était la vraie, et elle se tenait debout. L'agent Callaway s'est avancé. Il n'a pas touché ma mère. Il lui a parlé avec la politesse d'un officier formé pour gérer une femme qui n'était pas en état d'arrestation, mais qui n'avait nulle part où aller. Madame Hollis, nous avons besoin que vous rassembliez vos affaires et que vous sortiez avec nous. L'inspecteur Hartman va vous suivre jusqu'à votre voiture, pour confirmer votre adresse en vue de la signification fédérale. Elle s'est levée. Elle a pris son sac à main. Ses doigts ont cherché le carnet à l'intérieur. Et puis, au beau milieu de son geste, elle s'est arrêtée. Elle a reposé le sac sur la table d'appoint. Elle ne l'a plus repris. Elle ne m'a pas regardé en passant devant moi. Elle n'a pas regardé Hazel. Le carnet est resté sur ma table d'appoint. Il serait dans le bureau de Catherine dès le lundi. 9 jours après la fête, un lundi matin de début mai, Catherine m'a envoyé un email. Il disait, Caroline,
le tribunal a rejeté la demande définitivement ce matin. Elle ne peut pas déposer la même réclamation. Nous en avons fini avec la partie étatique pour le moment. Je l'ai lu 3 fois. J'ai encadré la page de garde de l'ordonnance de rejet. Je n'avais pas encadré beaucoup de choses dans ma vie. J'ai encadré celle-ci. Je l'ai accrochée dans le petit bureau au-dessus des escaliers du sous-sol, là où la chemise en cuir marron de Daniel avait vécu pendant 18 mois. La chemise était vide maintenant. Les papiers avaient été transférés dans la salle d'archives de Catherine. La chemise était devenue une sorte de monument, un hommage à ces 18 mois où mon mari nous avait protégés de quelque chose que je ne voyais pas encore. 2 jours plus tard, un mercredi, le tribunal de la famille de Westport a accordé une ordonnance d'éloignement temporaire. 100 yards, 90 mètres. Aucun contact, via quelque moyen que ce soit. Ma mère ne pouvait pas s'approcher de l'école de Hazel. Elle ne pouvait pas contacter le docteur Lockhart. Elle ne pouvait, en aucune circonstance, écrire une lettre à quiconque à la fondation de la famille Hollis concernant ma fille. Hazel avait demandé ce soir-là au dîner, « Est-ce que 100 yards, c'est plus grand que le jardin de devant ?» J'avais répondu oui. Elle avait hoché la tête une fois, très sérieusement, de la manière dont elle hochait toujours la tête lorsqu'elle assimilait une information. L'affaire fédérale s'est ouverte officiellement cette même semaine. L'agent Voss nous a informé, lors d'un bref appel de suivi, que l'enquête durerait entre 8 et 14 mois. L'État du Connecticut allait déposer ses propres accusations de faux et d'usurpation d'identité en parallèle. La fondation de la famille Hollis, auditée en vertu d'une disposition d'urgence, a gelé toutes les distributions, dans l'attente d'un examen. Mon frère m'a envoyé une lettre. Il l'a envoyée comme le font les vieilles familles, par porteur, dans une enveloppe scellée à la cire, avec un sceau qu'il n'avait jamais utilisé auparavant. À l'intérieur, il y avait une seule page, avec son écriture soignée et droite. Caroline. Je ne te demande pas ton pardon. Je te demande ton adresse pour pouvoir t'envoyer ceci. La fondation est gelée. Mes enfants ne recevront rien tant qu'elle restera administratrice. Je dépose une demande pour la destituer. J'aurais dû le faire il y a 3 ans. J'aurais dû le faire quand Juliette est morte. Je suis désolé. Je l'ai lu 2 fois. Je l'ai lu la 2e fois plus lentement que la première. Je ne lui ai pas encore répondu. Je le ferai. Je ne suis pas pressé. Tante Margot est venue nous rendre visite le 2e week-end. Elle a apporté un sac en papier marron, le genre qu'une grand-mère ramène de l'épicerie. À l'intérieur du sac, il y avait un pull plié, un tricot torsadé de couleur crème, avec une petite déchirure au coude qui avait été recousue avec du fil vert. Ta sœur le portait, a-t-elle dit, l'année où elle a rencontré Connor. Elle l'avait laissé dans le placard de mon entrée. Je l'ai gardé pour la bonne personne. La bonne personne s'est avérée être ta fille. Hazel a tenu le pull pendant 10 minutes, sans parler. Elle n'a pas pleuré. Elle l'a porté à son visage, et a inspiré très lentement. Ça sent encore la personne, a-t-elle finalement dit. C'était ce que ma fille avait jamais connu de plus proche de sa propre mère. L'école primaire a publié une note de service interne, interdisant tout contact avec Madame Patricia Hollis. Le lundi suivant, le docteur Lockhart a envoyé une contre-lettre formelle à l'avocat de Patricia. Francis Holloway a emménagé chez nous pour un week-end, juste comme ça. Elle n'a pas dit pourquoi. Elle n'en avait pas besoin. Elle a préparé des gaufres le dimanche matin, et a tenu Hazel dans ses bras pendant 30 minutes sur le canapé, sans parler. Je n'avais pas besoin que ma mère s'excuse. J'avais besoin qu'elle soit incapable de m'inscrire dans son histoire plus longtemps. Le tribunal avait fait cela pour moi. 2 semaines après l'anniversaire initial, le 9 mai, nous avons réessayé. Nous n'avons pas appelé ça une fête de rattrapage. Hazel nous a demandé de ne pas le faire. Elle a dit très simplement, au petit déjeuner un mardi, « Est-ce qu'on peut juste refaire mon anniversaire, mais cette fois-ci, la version en petit comité ?» J'ai préparé le gâteau jaune. J'ai dessiné la branche de noisetier sur le dessus avec un glaçage vert. Daniel a mis la même playlist que Hazel avait demandé 2 semaines plus tôt. Francis est venu. Tante Margot est venue. C'était tout. Aucun autre invité. Aucun blason Hollis, aucun ruban bleu pâle nulle part dans la maison. Hazel a décollé le post-it jaune du réfrigérateur avant le dîner. Elle a ajouté un nom tout en bas, Tante Margot. Elle avait décidé elle-même qui était sa famille. Elle a ouvert 2 cadeaux.
Le premier venait de moi. Un album photo en cuir vide, avec une couverture jaune pâle, douce au toucher. À l'intérieur de la première page, j'avais écrit « Tu décides quelle photo de toi tu gardes ». Elle a tenu l'album pendant un long moment. Puis, elle a levé les yeux. « Maman, et si j'en mettais une de tante Juliette en premier ?» Cela me semble juste, ai-je dit. Le deuxième cadeau venait de tante Margot. Le pull de Juliette, plié avec la déchirure au coude bien visible, et glissé à l'intérieur de la manche, un petit journal en cuir. Celui de Juliette de 2014, l'année où elle avait rencontré Connor. Tante Margot l'avait gardé pendant 12 ans. Hazel l'a ouvert avec précaution. Elle a lu la première ligne à voix haute. Elle était datée du 12 octobre 2014. Je crois qu'un jour, j'aimerais avoir une fille. Je voudrais qu'elle soit courageuse. Je voudrais qu'elle soit douce. Je voudrais qu'elle sache qu'elle n'est pas obligée d'être l'un ou l'autre pour être aimée. Hazel a posé le journal sur ses genoux. Elle n'a pas pleuré. Elle m'a regardé. Maman, est-ce qu'on peut ajouter officiellement le nom de Juliette au mien sur les papiers? J'ai répondu, oui, c'est bien un papier que je serais heureuse de signer. Elle y a réfléchi. Puis, elle a dit, Hazel Juliette Reed Butler. Elle a prononcé son propre nom, de la façon dont une personne prononce une prière. Après le dîner, quand Francis et tante Margot sont rentrés chez elle et que Daniel faisait la vaisselle, je me suis tenu à la fenêtre de la cuisine, et j'ai regardé ma fille. Elle était assise par terre dans le salon, avec l'album vide sur les genoux, et le journal de Juliette à côté d'elle. Elle avait glissé le journal sous son oreiller ce matin-là. Elle l'avait redescendu avant le dîner. Elle avait lu la première ligne à 3 reprises. Elle avait 9 ans. Son nom était Hazel Juliette Reed Butler. Elle était une Reed, dans tous les sens du terme. Elle était une Butler, dans tous les sens du terme. Elle n'était en aucun cas une Hollis. Et elle était amplement suffisante. Ma mère pensait qu'elle pourrait transformer un anniversaire en preuve contre moi. Elle avait eu raison pour la preuve. Elle s'était trompée sur la personne qu'elle accablait. La famille, ce n'est pas ceux qui partagent votre sang. La famille, ce sont ceux qui sont dans la pièce quand la porte se ferme enfin, et ceux qui restent dans la pièce quand elle s'ouvre à nouveau. Si on vous a dit toute votre vie que vous êtes la reine du drame, que vous réagissez de façon excessive, que vous en faites des tonnes, que la famille pardonne, que vous devriez être la personne la plus mature. Je veux que vous sachiez que je ne le crois plus. Je crois la fille qui m'a rendu un pull qui sentait la personne. Je crois la pièce qui s'est écrite toute seule. Je crois le dossier que mon mari a transporté pendant 18 mois sans me le dire, parce qu'il avait compris avant moi que certaines femmes ont besoin d'une permission pour arrêter d'être raisonnables. Si vous avez déjà eu à choisir qui a le droit d'écrire le nom de votre enfant, j'espère que vous avez trouvé votre dossier avant qu'il ne devienne celui de quelqu'un d'autre. Abonnez-vous si une histoire comme celle-ci vous a permis de vous sentir moins seul ce soir. Partagez-la avec une femme à qui l'on a dit pendant des années qu'elle était trop dramatique. Laissez un seul mot, assez, dans les commentaires, si votre fille, votre sœur, ou vous-même, êtes amplement suffisante. Je serai là.